effort de lire les arabes ça mongo te ya ça fait makila parce que on a les amis bien direct attention à biso nyonso ezaka kuna na est ezolakisa ke ba ressources tokokaki kokonsolider na makambo ya éducation kotonga mpe banzela comme il faut aussi c'est-à-dire nyonso prioritairement kei kuna briefing ezali pas entre la population na baautorité et puis briefing ezali place oyo mokili mobima batalaka mpo bayeba mpo bazala sur ke mboka na biso tokomi na niveau boye. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. L'exportation de la RDC vers l'extérieur, on parle du commerce extérieur. Par contre, lorsqu'on mesure les volumes de tous les échanges globaux qui se passent à travers la planète, là on parle maintenant du commerce international. Et depuis lors, heureusement ou malheureusement, notre commerce extérieur a été tiré par le secteur minier, comme vous le savez. C'est soit le cobalt, c'est soit le cuivre, c'est soit le manganèse, c'est soit le lithium, c'est soit l'or, soit les diamants. Mais lorsqu'on examine la manière dont le secteur minier a participé au développement de la RDC, on se rend compte pratiquement que la RDC n'a pas tiré profit de ce secteur minier. Parce qu'aujourd'hui, ou l'année passée ou l'année dernière, nous avons exporté 152 000 tonnes de cobalt. Nous avons exporté autour de 3 100 000 tonnes de cuivre, mais ça ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère. Et chaque semaine, je publie ce que j'appelle la mercuriale des prix de certains produits. Aujourd'hui, la tonne de cobalt est à 33 000 $ américains. Si vous multipliez 33 000 par une production de 152 000 tonnes par an, vous êtes à près de, je crois, autour de 60 milliards ou 59 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est la valeur de la production du cobalt. Lorsque vous allez vers le cuivre, nous sommes à 3 milliards, 3 millions, 100 millions de tonnes. C'est autour de 29 milliards. Mais, lorsqu'on voit comment cela se répercute chez la population congolaise, on ne le sent pas. La pauvreté continue. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous a demandé de diversifier notre économie. Parce que le secteur minier n'a pas été porteur de croissance, eh bien, il nous a demandé de diversifier l'économie, notamment en allant vers le secteur agricole. Et c'est l'essence de toutes les politiques que nous avons pilotées au niveau du ministère du Commerce, notamment la stratégie nationale de promotion des exportations, qui passe par l'identification des produits qui sont porteurs désormais de croissance pour la RDC. Je vais vous donner quelques comparaisons. Aujourd'hui, la tonne de cuivre coûte 9 534 $. Ça, c'est la mercuriale de cette semaine. La tonne de cobalt nous coûte 33 000 $ américains. Mais de l'autre côté, lorsque vous prenez la tonne du cacao, elle vous coûte 10 310 $, la tonne du cacao. Donc, comparé à la tonne du cuivre, eh bien, la tonne du cacao nous donne plus d'avantages aujourd'hui parce qu'elle coûte 10 000 $, alors que celle du cuivre nous coûte 9 000 $. Et donc, pour le gouvernement de la République, il faudrait davantage que nous parlions à la population congolaise pour l'amener à migrer désormais vers le secteur agricole, parce que c'est ce secteur qui va nous permettre finalement d'améliorer le panier de la ménagère. Lorsque vous voyez le café, lorsque vous voyez le maïs, lorsque vous voyez les autres produits agricoles, eh bien si tous nous nous investissons dans la production agricole, non seulement que ça va satisfaire la production les besoins alimentaires, mais également ça va satisfaire aux besoins d'emploi. Je tiens à vous informer que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Et si j'ai fait un exercice mathématique, si sur les 80 millions d'hectares de terres arables, nous cultivons seulement la moitié, c'est-à-dire
40 millions d'hectares de terres arables en RDC et qu'un hectare emploie 3 personnes, parce que c'est ça l'emploi que crée un hectare, ça veut dire nous aurons besoin de 120 millions d'emplois. Or, nous sommes encore autour de 100 millions d'habitants. Ça veut dire que le secteur agricole lui-même peut avoir besoin de 120 millions d'emplois et donc nous allons commencer à importer même la main-d'œuvre. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi avoir maintenant les marchés. Et c'est l'une des tâches auxquelles nous nous sommes livrés, notamment l'identification des marchés pour les producteurs congolais. Le premier marché qui a été identifié, c'est celui des États-Unis à travers l'AGOA, qui est cette loi américaine qui permet effectivement aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans paiement de frais de douane. Le deuxième marché, c'est le marché européen, à travers les accords de partenariat économique que l'Europe a avec les pays d'Afrique et les pays de ACP. Le troisième marché, c'est le marché chinois, avec ses 1,4 milliard de consommateurs. L'autre marché, c'est le marché indien. Aujourd'hui, l'Inde a dépassé déjà en termes de population la Chine. Donc, ils sont presque à 1,4 à 1,5 milliards. Le marché suivant, c'est le marché africain lui-même, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Pour le président de la République, l'ouverture des marchés africains va nous permettre de gagner aussi 1,3 milliard de consommateurs africains. Et lorsque nous disons que nous allons supprimer les barrières douanières, les gens se disent, mais est-ce qu'on ne va pas perdre les recettes? Non, je voudrais préciser qu'on ne perd pas les recettes parce que la suppression des barrières douanières concerne ce qu'on appelle les produits d'origine. C'est-à-dire tous les produits qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, ne sont pas concernés par la suppression des barrières tarifaires. Les produits qui ne sont concernés, ce sont des produits qui ont la nationalité économique de chaque pays. Et là, les règles d'origine ont été définies. Quand est-ce qu'un pays est dit originaire, quand est-ce qu'un produit est dit originaire d'un pays? C'est lorsque au moins 70% d'intrants qui entrent dans la fabrication de ce produit sont localement trouvés. Donc si vous fabriquez un véhicule et que 70% des intrants qui fabriquent les véhicules viennent de votre pays, à ce moment-là, ce véhicule est déclaré d'origine. Par contre, si plusieurs intrants viennent de l'extérieur pour faire un assemblage du véhicule dans votre pays, ce véhicule-là ne va pas s'appeler véhicule d'origine congolaise. Donc, à travers la ZLECAf et toutes les organisations internationales, on a défini les règles d'origine pour permettre effectivement que tous les produits ne puissent pas passer par les mailles et se déclarer d'origine pour bénéficier de ces tarifs. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais sur la question de la ZLECAf, il y a toujours un éternel débat, notamment avec les producteurs congolais, parce que laisser venir les produits des autres pays ne permettrait pas à notre industrie d'être compétitif. Oui, c'est l'essence de notre passage à l'Organisation mondiale du commerce et l'OMC, où effectivement nous avons trouvé que la RDC était en retard de paiement depuis plusieurs années, où la RDC n'a pas ratifié des accords importants, bien que nous soyons membres de l'OMC depuis 1997, mais il y a un accord important qu'on appelle accord sur la facilitation des échanges. Cet accord permet à tous les pays du monde, de bénéficier de l'accompagnement de l'OMC, c'est-à-dire en termes de formation du personnel, mais également en termes de formation des opérateurs économiques. Parce que pour gagner ces marchés-là, il faut avoir une formation spécialisée, il faut savoir quelles sont les règles qui sont imposées dans la chaîne de production. Parce que quand vous voulez produire du soja en destination de la Chine, où on nous a demandé 1 million de tonnes, eh bien, il faut qu'on sache quelles sont les normes exigées par la Chine pour qu'on exporte vers ces pays-là. Et l'OMC, effectivement, était absente dans ces pays parce qu'on n'avait pas payé les cotisations pendant plusieurs années, parce qu'aussi, on n'avait pas ratifié cet accord. Et le vendredi dernier, je suis passé à Conseil des ministres pour présenter l'économie de l'accord sur la facilitation des échanges, mais également du deuxième accord sur les subventions à la pêche. Ces deux accords, une fois ratifiés par le gouvernement congolais, eh bien, vont nous ouvrir la vanne
de l'OMC et permettre qu'on vienne former nos producteurs locaux pour qu'ils s'alignent effectivement sur le commerce international. Maintenant, je vais terminer par les défis, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Il y a beaucoup de défis. Est-ce que nous allons nous verser dans ce commerce international très facilement? Oui et non. Le premier défi, ce sont les impôts et taxes qui pèsent lourd, qui font que ça envenime le climat des affaires en République démocratique du Congo. Et là, le président de la République a donné des instructions claires pour que nous puissions réviser au sein de la commission ECOFIN la loi sur la nomenclature des impôts et taxes du pouvoir central et des provinces. Et donc, lorsque cette loi sera passée au peigne fin, ça va nous permettre de réduire le nombre de taxes et des impôts et de pouvoir permettre à ce que tout opérateur économique qui a choisi la RDC, effectivement, ne trouve pas suffisamment d'entraves. Deuxième défi, ce sont les infrastructures. On peut bel et bien produire, mais comment on va évacuer les produits vers les grands centres de consommation pour leur acheminement vers l'extérieur? Et là, le gouvernement a répondu lorsqu'il a élaboré le plan directeur d'industrialisation qui donne les composantes essentielles qui doivent fonder effectivement la politique de la RDC en matière d'infrastructure. Mais le troisième défi, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le défi majeur. Et là, comme vous le savez, depuis 30 ans, le Rwanda a fait en fait de la RDC son terrain d'expérimentation de toutes ces politiques extérieures en termes de venin qu'il a inoculé sur le territoire congolais. Vous savez, tous ces termes, je les ai évoqués ici, FDLR, je ne sais pas, haine tribale, c'est des choses que le Rwanda a utilisées depuis des années pour en fait rester le seul pays en Afrique centrale qui a un soft power qu'il peut vendre en termes de tourisme, en termes d'attractivité, et il a fait tout pour que l'insécurité soit permanente en RDC dans sa partie est, pour que finalement l'attractivité de la RDC n'intéresse personne. Et c'est ainsi que lorsque vous êtes dans tous les salons du monde, la première question qu'on vous pose, c'est de dire, mais est-ce qu'il est possible d'aller en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut se réveiller un matin? C'est ça la question qu'on se pose. Et lui, le Rwanda a réussi à construire cela autour d'un soft power qu'il veut sauvegarder à travers le monde. Heureusement que nous nous battons contre cette insécurité. Je sais que des questions viendront aussi de la part des journalistes pour faire un commentaire sur la situation sécuritaire, particulièrement la partie Est. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai trois petites préoccupations. Les deux premières s'adressent au ministre du Commerce extérieur. Je note que les volumes de nos importations sont aujourd'hui importants et vous dites qu'il y a des produits porteurs de croissance. Mais en attendant la promotion de la migration vers les secteurs agricoles, quelle politique commerciale la RDC devrait-elle mettre en place pour maximiser les bénéfices actuels du commerce extérieur? Vous avez parlé de questions d'actualité justement. J'ai une question pour vous. Vous avez exercé pendant longtemps la fonction de gouverneur du Nord Kivu sous le régime précédent. Vous avez personnellement vécu la guerre menée contre la République par les M23, la guerre qui perdure encore aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous à la présence de l'ancien président de la République dans la ville de Goma qui demeure le bastion actuel de la rébellion, une rébellion que celui-ci avait lui-même combattue en son temps? Monsieur le porte-parole du gouvernement, permettez-moi de vous poser aussi une simple question, une petite question d'actualité. Parmi les propositions formulées par l'ancien président dans son message figure celle de mettre fin à ce qu'il qualifie lui-même de tyrannie. Comment le gouvernement réagit-il à cet appel qui semble à la limite de la rupture institutionnelle? Bon, écoutez, ce soir, nous sommes venus parler du commerce extérieur. Je pense que ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que nous sommes depuis 2 ans engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné
tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Et donc nous, l'attention, nous l'accordons plutôt à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas nous perdre. J'avais dit il y a quelques jours que le président honoraire était un homme du passé. Justement, lorsque vous rappelez, vous posez par exemple la question sur mettre fin à la tyrannie, dites-moi, cher Pichou Mulumba, nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui ou qui sont dans les autres partis sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il ne faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous, nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec le Rwanda et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas. Et donc ici, je tiens à insister que cela soit bien clair. Nous n'avons que peu de temps à consacrer à des gesticulations qui veulent nous ramener dans un passé que nous devons absolument oublier. Mais vous avez commencé par nous indiquer la politique commerciale que nous avons par rapport à tout ce que j'ai dit, démontré tout à l'heure. En fait, c'est 4 éléments importants. Le premier élément, je l'ai évoqué, c'est la diversification de notre économie, c'est-à-dire ne pas nous baser uniquement que sur le secteur minier, mais permettre que le secteur agricole devienne le levier important de la croissance économique. Et j'ai démontré que si on se tourne vers l'agriculture, en complément au secteur minier, en tout cas, la RDC peut se relever dans très peu de temps. Et j'ai donné l'exemple des emplois que procure un hectare et du nombre d'hectares que la RDC dispose pour les multiplier par le nombre d'emplois et tout de suite avoir suffisamment de gens qui ne vont plus se retrouver dans la rue ici à Kinshasa. Le deuxième pilier de la politique commerciale, c'est en fait l'amélioration du climat des affaires. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez dans d'autres pays, même les exportations, on a fait une étude pour montrer que exporter un conteneur de la RDC vers l'extérieur vous prend 200 heures. 200 heures. Tandis que la moyenne dans la région est de 50 heures pour exporter un conteneur. Vous voyez déjà que si un opérateur économique pense qu'il va dépenser 200 heures pour exporter ce conteneur et qu'ailleurs il lui faut seulement 50 heures, il va choisir d'aller s'installer dans ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'opérateurs économiques se délocaliser de la RDC pour aller habiter les pays voisins parce qu'ils estiment que là le climat des affaires est bon. Donc c'est un pilier important de notre politique commerciale. Le troisième pilier, en fait, c'est la promotion des exportations pour ne pas subir seulement le coût des importations. Parce que depuis 2019, on a fait les statistiques de nos importations. On était à 7 milliards d'importations chaque année. Aujourd'hui, on est près de 20 milliards d'importations. Alors pour ceux qui ont le langage économique, quand les importations sont supérieures aux exportations, eh bien votre balance commerciale est en déséquilibre. Et donc ça a un impact sur même votre économie. Et donc parmi les éléments qui font notre politique commerciale, c'est d'accroître les exportations. Parce que qui dit exportation, dit rentrée de devises. Effort de guerre, les Arabes appellent ça Mongoté, les Arabes appellent ça Makila. Parce que on a des alliés bien directs. Attention à biso nyonso, ezakaka kuna na est. ezolakisa ke baresource oyo tokokaki kokonsolider na makambo ya éducation kotonga mpe banzela comme il faut tosisa guerre nyonso prioritairement akei kuna briefing ezali pas entre population na baautorité et puis briefing ezali place oyo mokili mobima batalaka mpo bayeba mpo bazala sur ke mboka na biso tokomi na niveau boye. BTV 3 Infos Plus.
rien que la vérité.